Pues bienvenidos al conversatorio del Seminario Permanente de Movilidad Urbana Sustentable. Nos da mucho gusto verlos. Algunos ya nos habían acompañado el año pasado, cuando hicimos la inauguración aquí mismo. Ahora lo hacemos también con muchísimo gusto. Esta es una serie de 5 conversatorios que estaremos organizando durante el año. El primero lo tienen en este momento y después tendremos, el próximo será les recordaré al final, pero va a ser en marzo con la doctora Carmen Miralles, el 21 de marzo en el ITESO. Entonces, a estas horas, para que todos corramos del trabajo y podamos ir a escucharla. Bueno, la dinámica de hoy va a ser una presentación de 30 a 40 minutos del doctor Jean-Pierre Nicolas. Después tendremos un diálogo entre él y la doctora Emma Morales, de unos 10 minutos, para después continuar el diálogo con quienes estemos aquí presentes sobre el tema que nos ocupa. Y una vez que dialoguemos lo que queramos, podremos seguir dialogando sobre nuestros sueños, sobre las ciudades actuales y las que quisiéramos que existan, ya acompañados de un quesito o un vinito o algo así. Entonces, bueno, pues procedo, voy a presentar a la doctora Emma Regina Morales García de Alba. Ella es doctora en Estudios Urbanos y Planeación por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, con maestría en Estudios y Gestión de la Ciudad por la Ibero Puebla y licenciatura en Arquitectura por la Universidad de las Américas en Puebla también. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica en actividades de docencia, gestión, vinculación e investigación. En los últimos 10 años ha participado como consultora en estudios urbanos, programas de desarrollo municipal, programas parciales de desarrollo urbano, planes maestros y asesorías normativas a despachos de diseño. Su investigación se enfoca en la fragmentación urbana, física y social, así como las conexiones entre política pública, prácticas sociales y entornos de exclusión. Los proyectos de investigación en los que ha participado abordan distintas escalas y diferentes enfoques que incorporan dimensiones sociales, arquitectónicas, urbanas y ambientales. Los objetos de estudio van desde las urbanizaciones cerradas y la privatización del espacio público hasta las capacidades de adaptación en comunidades periurbanas ante riesgos climáticos. Actualmente es coordinadora del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad en el ITESO, programa interinstitucional entre ITESO, Ibero León e Ibero Puebla. Está inscrito al Sistema Nacional de Posgrados. Es miembro de la American Planning Association, miembro asociado del Royal Town Planning Institute, académica del número de la así se dice, ¿verdad?, de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional y consejera en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras nivel 1. Presento ahora al doctor Jean-Pierre Nicolas. Gracias por acompañarnos, Emma. Jean-Pierre Nicolas es director de investigación ante el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que es equivalente al CONACYT nuestro. Es miembro del Laboratorio de Planificación, Economía y Transporte de la Universidad de Lyon, particularmente en la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado. Trabaja en el campo de los estudios urbanos, en especial en el tema de las interacciones entre la movilidad cotidiana y el territorio, así como los retos económicos, ambientales y sociales que estas relaciones implican. Desde hace varios años se interesa especialmente en la consideración de la ubicación de las viviendas y la movilidad al considerar los gastos en los hogares, o lo que en Francia se denomina costos residenciales. Damos entonces la bienvenida al doctor Jean-Pierre Nicolas. Gracias, Jean-Pierre. Merci, Gabriela. Donc, ce soir, je suis français, je vais vous parler en français. Et donc, vous aurez la traduction en direct. Et pour ce soir, ce que je voulais vous présenter, ce que je voulais aborder, c'était faire un petit pas de côté, nous décaler par rapport à certaines façons qu'on a de voir, d'aborder les questions de planification urbaine en mettant ensemble deux questions, celle du logement et celle de la mobilité. On a souvent tendance à, notamment
dans l'action publique territoriale, locale, on a souvent tendance à réfléchir le logement d'un côté, l'habitat éventuellement, et puis les transports de l'autre. Et ce que je voulais faire, c'était, ce que je vais vous présenter, c'est une invitation à les mettre les deux ensemble, parce que ça fait sens. Et qu'il y a des choses à faire avec la combinaison de ces deux thématiques. Donc, ma présentation, moi je la fais en français. Par contre, j'ai prévu les transparents en anglais. Et vous avez la traduction en espagnol. Donc, ça va. Alors, ce que je voulais dire aussi, oui, c'est que comme je suis chercheur, la présentation que je vais faire, eh ben, je vais l'aborder sous cet angle-là, de la recherche, avec la construction d'un projet, d'une question de recherche, et puis derrière, la manière d'y répondre, et puis les résultats qu'on obtient. Et donc, pour commencer, moi, j'ai une petite histoire d'éléphant à évoquer. La première chose, c'est que cette question et le fait logique qu'on mette ensemble transport et mobilité et logement, dès qu'on commence à y réfléchir, oui, c'est une évidence. Penser qu'en même temps, on va choisir son logement, sa localisation, en fonction des coûts du logement lui-même, bien sûr, mais aussi du coût des transports, et qu'on peut préférer habiter dans le centre, où éventuellement c'est un peu plus cher pour se loger, mais on bénéficie de toutes les aménités, toutes les opportunités qui existent dans le centre-ville. Et puis on peut aussi choisir d'habiter plus loin, et avec l'avantage d'avoir éventuellement un logement moins cher, éventuellement un logement plus grand. Et en même temps, on sait qu'on aura un peu plus de transport, ça nous coûtera plus cher et que ça nous prendra plus de temps aussi. Donc on voit bien qu'il y a une logique à réfléchir les deux ensemble, parce que la ville, elle se construit avec ça et avec la balance que chacun fait entre ses choix pour son logement et ses choix pour sa mobilité, consciemment ou inconsciemment. Et que derrière, avec la dynamique que ça provoque en termes de dynamique urbaine, d'étalement urbain ou de compacité, eh ben, on va avoir des enjeux qui vont se poser en termes d'enjeux sociaux, parce qu'évidemment, ces coûts, ils ne vont pas avoir le même poids pour chacun en fonction de son revenu. Des enjeux environnementaux, parce que si la ville s'étale, qu'on utilise de plus en plus la voiture, ça veut dire des consommations d'énergie, ça veut dire des émissions de polluants. Et puis des enjeux économiques, tout simplement, parce que la dynamique urbaine, elle va aussi pouvoir favoriser ou gêner le développement économique. Donc pour le territoire, c'est important aussi. Et ça, dès qu'on y réfléchit, on se dit oui. Donc pourtant, on ne le prend pas en compte. C'est donc un peu l'histoire de l'éléphant dans la baignoire, que dès qu'on y réfléchit, on le voit, mais par contre, on a tendance à l'oublier. Et cette histoire d'éléphant, moi, ça me rappelle une autre métaphore qui vient d'Inde, et qui est l'histoire de l'éléphant et des six aveugles, avec chacun des aveugles s'approchant de cet éléphant, et puis le touchant, puisqu'il ne voit pas, et puis qui va toucher la trompe et va se donner une image de l'éléphant, qui va toucher la défense, l'oreille, la queue ou une autre partie, et va avoir une image complètement différente. Et en fait, ça peut nous rappeler en fait, la manière dont notre collectivité, notre action publique est construite par grands silos. Qui va travailler dans le domaine du logement ou de l'habitat, qui va travailler dans les transports, dans le domaine du social, dans le domaine de l'énergie ou de l'environnement. Et chacun va aborder ces questions à sa façon, mais on va tous avoir des difficultés à bien prendre en compte cette question de l'articulation, logement, localisation et mobilité. Même si on peut en avoir conscience, moi j'ai eu l'occasion à travers cette recherche
de beaucoup évoquer cette question avec des responsables, des politiques locales, dans le logement, dans le transport, etc. Et tout de suite, ils disent oui. Et voilà, on m'a financé la recherche, hein, y a un concernement. Mais en même temps, dès qu'on descend dans les niveaux de ces politiques publiques, eh ben, on se retrouve enfermé dans les silos et les personnes qui sont sur le logement vont se retrouver à dire bah, oui, c'est bien vos questions de transport, mais moi j'ai tel et tel et tels objectifs à réaliser d'abord, et puis pareil du côté de la mobilité. Donc voilà, c'est un éléphant qu'on peut voir dans la baignoire et puis qu'on a du mal à capter après quand on est dans le domaine de l'action. Alors ça, c'est vrai dans le monde opérationnel. Après, ça n'empêche pas qu'il y a pu y avoir des travaux académiques qui se sont basés un petit peu, ou qui ont regardé un peu cette articulation. Tout d'abord, il y a tout un pan au niveau de l'économie géographique, ou de ce qu'on appelle la nouvelle économie urbaine, qui explique la dynamique de la ville sur cette base-là. Donc, depuis les années 60 ou 70, il y a déjà des cadres théoriques qui sont dessus. Et puis, depuis les années 2000, où on a commencé à voir une augmentation du prix du pétrole et de l'énergie qui était importante, on a eu des chercheurs et des universitaires qui ont commencé à réfléchir cette question-là de façon un petit peu plus pointue, notamment sur les enjeux sociaux que ça représentait. Et on a tout un courant au niveau des États-Unis et puis du monde anglo-saxon autour d'un Housing and Transportation Affordability Index, où on va regarder zone par zone quel est le coût résidentiel probable, et est-ce que tel ou tel ménage, en fonction de ses revenus, il peut s'y localiser ou pas. Et c'est des travaux qui se poursuivent encore aujourd'hui, donc depuis une vingtaine d'années. En France, dans le même type de raisonnement, par exemple, il y a des calculateurs en ligne qui ont été mis en place, et là, qui permettent, qui veulent aider les ménages à faire le meilleur choix en prenant en compte les deux dimensions, transport et logement. Et puis donc je parlais des questions énergétiques, hein, et beaucoup de travaux sur la question je perds mes mots parce que je suis en train de regarder le transparent en anglais, sur la pauvreté énergétique, en faisant des cartes, et puis également cette proposition du terme et de la notion de coût résidentiel qui a été proposée par un sociologue français, là, Bruno Maresca, qui a travaillé sur cette question de la pauvreté énergétique. Et ce que j'aime bien dans son approche, c'est qu'il n'est pas simplement juste sur les coûts eux-mêmes, mais il va les intégrer, bien sûr, mais il va les intégrer dans une réflexion un petit peu plus générale sur le mode de vie des ménages, en lien avec la dynamique du territoire, et puis avec cette idée que ça se situe dans un système socio-technique particulier. Et juste pour illustrer ça, je pense que si je compare le Mexique et la France, le système socio-technique, bon, on a tous des côtés des voitures et des transports en commun, mais ce n'est pas forcément avec un même prix du pétrole. En France, on a peut-être des taxes plus importantes, ce n'est pas les mêmes types de voitures, et rien que ça peut changer la donne. Et puis l'autre chose que j'apprécie dans sa proposition de notion de coût résidentiel, c'est qu'il va prendre en compte non simplement les enjeux individuels au niveau des ménages, évidemment ça présente des enjeux importants, mais aussi des enjeux collectifs, des coûts, ce qu'on appelle en économie des coûts externes, donc tout ce qui est pollution, mais ça peut être aussi des coûts pour la collectivité, de mettre en place des infrastructures nouvelles pour pouvoir desservir les ménages qui sont de plus en plus loin.
Donc c'est un peu avec ça qu'on a travaillé, sachant que ce que je vais vous présenter, ça met quand même le focus plus sur les dépenses au sens strict du terme. Il faut bien commencer par quelque chose. Parce que quand je dis qu'il faut bien commencer par quelque chose, il y a le fait que, ben oui, quand je vous parlais de l'éléphant aussi, qu'on a du mal à voir, c'est dès qu'on cherche à trouver des statistiques pour essayer d'avoir une idée des dépenses des ménages pour leur logement et pour leur mobilité, eh ben on n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que, comme le reste de l'action publique, les statistiques, elles sont organisées, elles sont portées par les différents silos. Et on va avoir des données précises et tout à fait intéressantes sur le logement, le mode de vie et les dépenses autour du logement. On va avoir des choses tout à fait intéressantes sur les mobilités quotidiennes, les modes de vie qui sont autour, et on peut reconstituer des dépenses en termes de mobilité. Mais comment les ménages y jouent entre les deux? Comment on balance nos dépenses de mobilité par rapport à des dépenses de logement? Ben ça, dès qu'on veut se poser cette question, on n'a pas, ou de façon très générale, sans avoir de précision sur les localisations, des choses comme ça. Donc, pour nous, la question, ça a été qu'est-ce qu'on peut imaginer comme instrumentation, hein, pour pouvoir avoir des statistiques et pouvoir regarder d'un petit peu plus près ce coût résidentiel et avoir des analyses qui peuvent se développer autour. Et on a profité d'une opportunité avec les enquêtes ménage-déplacement françaises qui ont évolué récemment, il y a quelques années, où, alors les enquêtes ménage-déplacement, c'est pas sur le transparent là, mais juste pour vous expliquer un petit peu. Donc c'est des enquêtes qui sont déployées tous les 10 ans environ dans les grandes agglomérations françaises, et on va interroger, ça va dépendre, mais plusieurs milliers de ménages, et donc 2 à 3 fois plus de personnes, parce qu'on va interroger toutes les personnes du ménage enquêtées, et on va leur demander quelles ont été, la veille du jour d'enquête, leur mobilité, donc déplacement par déplacement, on va décomposer. On va recueillir l'heure du déplacement, le mode de transport qui a été utilisé, le motif pourquoi je me suis déplacé pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour accompagner mes enfants, etc. Et donc on peut reconstituer de façon très fine les mobilités des personnes. On a aussi des informations sur les caractéristiques socio-économiques de ces ménages et des personnes. Et du coup, c'est des enquêtes qui sont très lourdes, très coûteuses. Et donc, ceux qui suivent ces enquêtes ont cherché à les modifier, à restreindre un petit peu le questionnaire, donc à se recentrer sur ce qu'ils ont appelé un questionnaire cœur, et puis à proposer des modules spécifiques pour qu'ils puissent répondre aux questions vives des collectivités. Et donc on peut avoir des collectivités qui sont intéressées par les mobilités liées au tourisme, par exemple, quand on est dans des villes touristiques, ou qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe le week-end, ou d'autres questions. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a glissé l'idée d'un module spécifique sur le coût résidentiel. Et là, ces modules, chaque collectivité, en fonction de son intérêt, elle va le choisir ou pas, sachant qu'à chaque fois, ça lui fait un petit coût supplémentaire. Et donc, on a proposé un module coût résidentiel qui a été expérimenté à Grenoble en 2019-2020. Bon, ils n'ont pas eu de chance, c'était la période du Covid. Et qui a été remise en place à Clermont-Ferrand, donc le module, en 2022-23, donc c'est plus récemment, et c'est un peu dans la même région que là où je vis. Grenoble et Clermont-Ferrand sont à une centaine l'un et l'autre de kilomètres de Lyon, où je travaille. Donc voilà, et pour nous, l'intérêt, et ce que je vais vous présenter, c'était tout d'abord de vérifier que ce module, il fonctionnait,
et puis que non seulement il fonctionnait, mais qu'il apportait des résultats intéressants qui méritaient de faire en sorte que le module il puisse être mis en place. Donc voilà, deux objectifs. Un objectif méthodologique, tester et développer le module coût résidentiel dans les enquêtes ménages françaises. Alors là, bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on avait l'opportunité sur le cas grenoblois, le premier cas, de pouvoir nous baser sur une base qui s'appelle Fideli, qui a servi de base de tirage pour échantillonner l'enquête. Et cette base de données, elle est fournie par la Direction générale des impôts française. Et donc, on connaît tout. On connaît les revenus des gens. On connaît aussi, on a des détails. On ne connaît pas tout, hein, mais par contre, le revenu, oui, on le connaît. Et on connaît aussi des détails sur le logement et quelques détails sur les personnes du ménage. Donc, on pouvait, nous, en tant que chercheurs, on avait accès à cette base, et puis on a pu faire garder le lien entre la base Fideli et les résultats de l'enquête ménage. Et donc, on a pu vérifier différents éléments entre... je ne sais pas si c'est vraiment la réalité, mais ce qu'on avait dans Fideli et puis ce que les gens racontaient, répondaient. Donc pour nous, c'était vraiment une grosse opportunité. Et puis donc, du coup, on a pu remettre en œuvre le module sur Clermont-Ferrand en tirant profit des enseignements qu'on a eus sur Grenoble. Et puis donc, un objectif analytique qui était de commencer à analyser un petit peu ces coûts résidentiels, notamment en fonction des types de ménages, les ménages plus ou moins riches, les ménages qui sont actifs, les ménages, les familles avec des enfants, chacun, ou les personnes âgées retraitées, chacun va avoir des contraintes différentes, des dépenses différentes, et donc regarder un petit peu ce que ça donne, pour qui ça représente un coût, mais aussi pour qui ce coût résidentiel est aussi l'image de longs déplacements en voiture et de fortes émissions et de forte consommation d'énergie, et puis d'un impact, par exemple, en termes d'effet de serre. Voilà. Donc on a un peu toutes les dimensions qu'on peut regarder. Donc les leçons méthodologiques qu'on peut tirer, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais c'est quand même un élément important puisque ça nous permet de dire oui, ça marche, on peut faire des choses, on peut calculer ce coût résidentiel. Donc là, c'est un peu la cuisine, je le laisse de côté. S'il y a des personnes intéressées, on pourra en discuter après. Donc là, c'est un petit peu l'idée que, vous voyez, sur Grenoble, il y avait un peu plus de 7000 ménages qui ont été enquêtés. Ça veut dire 18 000 personnes questionnées. Et puis, le questionnaire, il est posé soit en face à face, et ça va de façon très approfondie, ou par téléphone, de façon un petit peu plus légère, mais c'est plus facile pour certains ménages qui sont un peu loin. Et donc nous, on s'est concentré, le module s'est concentré sur les personnes interrogées en face à face, et puis ensuite, à partir des éléments qu'on a pu recueillir, des questions qu'on a rajoutées, eh bien, on a pu reconstituer les dépenses, on ne les a pas forcément directement, mais on a pu reconstituer les dépenses tant pour le logement que pour la mobilité. Voilà, donc là, je vous ai mis un tableau où on a l'enquête standard à gauche, avec les questions qui sont dedans, purement logement et mobilité qui auraient pu nous intéresser, et puis comment ça a été plus développé avec le module. Et puis derrière, c'était surtout ça que je voulais dire d'un point de vue méthodologique, les porteurs des enquêtes ménage-déplacement, ils n'étaient pas très chauds pour qu'on mette un module coût résidentiel, parce que leurs objections, c'est d'abord, vous allez rajouter des questions, ça va être plus cher, et c'est quand même une grosse enquête, c'est produit de façon, si je puis dire, industrielle,
Et du coup, dès qu'on touche un petit quelque chose, ça peut avoir des impacts importants. Donc leur première chose, c'est vous allez poser des questions sur le logement, vous allez poser des questions sur le revenu. Les gens, il y en a qui vont décrocher, qui vont dire non. Et si c'est un certain type de ménage plus que d'autres, ça va modifier la structure de l'échantillon. Donc on sera plus représentatif, il faudra redresser différemment, ça va poser des problèmes. Ok. Donc est-ce que ça modifie l'échantillon? Et puis sur des questions telles que celles que vous voulez poser, peut-être que les gens ils vont pas répondre tout simplement, ça va pas les intéresser, surtout qu'ils se sont mis dans cette logique mobilité. Donc est-ce que les gens y répondent? Et puis enfin, est-ce qu'ils répondent bien? Parce que peut-être qu'ils vont vous raconter, ils vont aller trop vite, c'est des questions trop compliquées, etc. Donc on avait ces 3 séries de questions qu'il a fallu qu'on teste, et heureusement on avait notre base Fideli pour pouvoir tester tout ça. Donc là, sans rentrer dans les détails, juste pour vous dire, on a regardé en fonction de différentes variables, donc en fonction du type of tenancy, voilà, je ne trouve plus mon français, du mode de résidence, si on est propriétaire ou si on est locataire, en fonction de l'âge de la personne de référence, en fonction de la taille du ménage, et on voit que ce soit l'échantillon qui a été tiré au départ, l'échantillon des ménages qui ont répondu, l'échantillon redressé, et puis comparé à la structure globale de la population du territoire enquêté, les structures elles restent identiques. Donc a priori le module coût résidentiel il n'a pas eu d'impact à ce niveau-là. Première chose. Ensuite on a pu regarder quelles sont les questions sur lesquelles est-ce que les gens y répondent aux questions. Et globalement, vous voyez, à toutes les questions importantes qu'on a posées, qu'on a rajoutées, les personnes ont répondu, les ménages ont répondu à plus de 90%, donc c'est tout à fait correct. Il y a 2 questions qui sont un peu moins bien répondues. La première, ressources, c'est les revenus, et ça c'est classique, on sait bien que tout le monde ne veut pas répondre. On avait mis cette question tout à la fin de l'enquête aussi, mais on a donc 70% des personnes qui répondent quand même, donc ça reste correct. Et puis une autre question sur l'année de construction du logement, qui nous permettait d'avoir ensuite des estimations sur notamment les dépenses de chauffage. Là c'est un peu moins bien connu, même si on n'a pas demandé l'année exacte, mais qu'on était par tranche, ça reste un petit peu moins bien connu. Mais enfin ça reste tout à fait correct. Et puis après, est-ce que les gens ont bien répondu? Là c'est plus compliqué à faire la démonstration. Globalement, il semble que les gens ont répondu correctement, au mieux de ce qu'ils pouvaient. En fait, c'est compliqué, on s'en est rendu compte là en faisant le travail. On part toujours avec il n'y a qu'à regarder avec la base Fideli puis comparer ce que les gens vont répondre. Mais en fait, notre base Fideli qui sert de base de tirage, c'est celle de 2018. L'enquête, elle s'est faite en 2019, elle a été un petit peu reportée à cause du Covid. Elle s'est terminée à l'automne 2020. Et donc nos ménages, ils ont pu déménager. Donc c'est plus le même ménage dans le logement qui a été tiré. Il peut avoir à peu près les mêmes caractéristiques parce que le logement, lui, il n'a pas changé, mais enfin bon, c'est quand même pas le même ménage. C'est le même ménage, il a pu changer, il y a pu y avoir un enfant en plus, il y a pu y avoir des séparations, on peut avoir des revenus qui ont évolué. Donc la comparaison entre ce qu'on a dans Fideli et puis dans ce qu'on a dans l'enquête, c'est quand même pas si évident. Et on a essayé de ramener notre enquête, notre Fideli 2018 à un Fideli 2019 et 2020, parce qu'on avait accès aussi, c'est un fichier qui est actualisé tous les ans, et on s'est arrêté sur les ménages dont on était sûr qu'ils correspondaient exactement avec les mêmes caractéristiques que ceux qu'il y avait dans l'enquête ménage. Mais enfin, ça reste quand même plus flou pour faire des comparaisons dans les réponses. Après, on peut regarder par type de
de questions, comment les gens ont bien répondu ou pas, avec quelques, vous voyez là, des mauvaises réponses sur la période de construction du logement, parce que là, clairement, les gens le connaissent moins bien. Mais on peut avoir aussi des réponses sur le nombre d'actifs dans le ménage, ou même la taille du ménage, des choses qui ont pu évoluer dans le temps et qui sont donc difficilement comparables directement. Et vous voyez, juste aussi pour le revenu, parce que pour nous c'était une question importante pour pouvoir ensuite regarder le poids que le coût résidentiel représentait pour le ménage. Et ben, ce qu'on voit, c'est que aux extrémités, c'est plus compliqué. Vous voyez en bleu les réponses qu'on a, la structure des réponses qu'on a dans l'enquête ménage, et puis en orange la structure des réponses qu'on a dans Fideli en fonction du niveau de revenus déclaré par les ménages. Donc globalement, ça suit correctement les choses, sauf pour les deux extrémités. Donc on peut se dire que les ménages ont tendance à bien répondre, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, on a un outillage, on a des choses, et puis comme toute statistique, elles ont leurs limites, et je voulais aussi les montrer. Et ensuite, les premiers résultats. Il me reste combien de temps? 5-10 minutes. Donc les premiers résultats. Le premier résultat, c'est quoi le coût résidentiel d'un ménage moyen? Ça ne veut rien dire, mais en même temps, ça nous donne quand même une idée des choses. Donc le coût résidentiel d'un ménage grenoblois moyen, il est de 1200 € par mois et par ménage. Et donc si on le met en pesos, ça ferait à peu près 22 200 pesos. Donc là, comme les niveaux de vie ne sont pas forcément les mêmes, la comparaison, elle est pas forcément pertinente, mais ça vous donne un ordre de grandeur quand même. Et puis, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que dans ce budget, eh ben, il y en a 2/3 qui sont alloués au logement, 1/3 qui est alloué au transport, et puis on a décomposé aussi, donc tout bleu c'est le transport et côté orange c'est le logement, mais on a décomposé bleu foncé et orange foncé, c'est les dépenses énergétiques, et vous voyez que l'énergie c'est à peu près la même chose des deux côtés pour son essence et pour se chauffer en gros, et que ça représente à peu près 20% du budget du coût résidentiel. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas ce que ça représente en moyenne pour le ménage, ça représente environ 40% de la dépense moyenne des ménages grenoblois par rapport à leurs revenus. Et donc ensuite, on va rentrer dans l'analyse pour dépasser cette simple moyenne. Et donc deux éléments pour pouvoir avancer dans cette analyse et présenter des choses. La première, c'est que si on regarde juste le coût résidentiel global du ménage, on ne se rend pas compte de ce que ça représente, parce que à coût résidentiel égal, si je suis tout seul, on est en couple ou on est une famille, c'est pas du tout la même chose. Donc on a ramené ce coût résidentiel par personne, d'accord. Et puis dans les statistiques, souvent ce qu'on utilise, c'est des échelles un petit peu pour prendre en compte justement les économies d'échelle. Si je suis tout seul, il me faut un frigo. Si on est deux, peut-être qu'il me faut un deuxième frigo, mais il n'est pas 2 fois plus grand et il n'est pas 2 fois plus cher. Donc il y a des économies d'échelle quand la taille du ménage grandit, et pareil pour la taille du logement, et pareil pour tout un tas de choses. Et donc il y a des coefficients qui sont proposés pour ramener notre coût résidentiel ou nos dépenses par unité de consommation. Donc on a utilisé ça. Et puis mettre ça en face des revenus
du ménage. Donc on pourrait prendre juste ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre ce que dépense le ménage par rapport à ses ressources, à son revenu. C'est intéressant, mais ça a des limites aussi, notamment pour un ménage riche et pour un ménage pauvre, dire que son taux d'effort, je dis n'importe quoi, est de 50%, ça ne veut pas dire du tout la même chose, parce que le ménage riche, une fois qu'il a dépensé 50%, les 50% qui restent, c'est encore beaucoup, alors que pour le ménage pauvre, 50% qui restent sont pas forcément, c'est pas forcément grand-chose. Donc, ce qu'on a cherché à souligner, c'est ça, en prenant en compte ce qu'en français on appelle le reste à vivre. Et donc, qu'est-ce qui reste une fois que la dépense a été faite? Et donc, c'est ce reste à vivre qu'on a utilisé, ramené par unité de consommation de la même façon. Et donc, après, on peut regarder. Et le premier élément explicatif du coût résidentiel, c'est le niveau de vie. On a réparti nos ménages en 4 groupes égaux, donc en quartile. 25% des ménages les plus modestes, 25% suivants, 25% suivants, et les 25% les plus riches. Donc on a 4 groupes de ménages de taille égale. Et dedans, donc on a ramené par unité de consommation là aussi, hein, pour que tout soit bien comparable. Et puis donc on peut regarder le coût résidentiel et on voit qu'il augmente très rapidement et très fortement en fonction du revenu. Les ménages les plus pauvres sont contraints et font attention à ces dépenses. Et les ménages les plus aisés, ils ont plus de possibilités. Et donc avoir plus de voitures, avoir un logement plus grand, s'installer là où ils veulent, ça ne leur pose pas de soucis. C'est la première leçon. Ah, pardon. Oui. Évidemment, la deuxième chose qu'on veut regarder, c'est en fonction de la localisation. Et là, on voit que ça joue tant qu'on est à regarder les choses de façon globale comme cela. Et donc, nos habitants de la ville même de Grenoble, qui ont un certain niveau, et vous voyez, ça augmente un petit peu quand on sort de Grenoble dans l'agglomération, et puis ça augmente encore un peu quand on sur l'extérieur du territoire, en périphérie. Quand on y regarde un petit peu plus près, ce qu'on voit, ce qui augmente, c'est surtout la mobilité, les coûts de transport, parce qu'on est de plus en plus dépendant de la voiture et de plus en plus équipé en voiture, avec des dépenses en carburant qui deviennent plus importantes. Donc c'est ça qui tire le coût résidentiel vers le haut, plus que le logement qui, lui, reste à peu près constant. Parce que, en fait, le logement peut coûter moins cher en périphérie, mais en fait, on prend des logements plus grands. Le mètre carré coûte moins cher, mais on profite d'être plus loin pour avoir plus d'espace. Donc à la sortie, ça s'équilibre. Ce qui est intéressant après, c'est de croiser, puisque c'est les deux variables les plus explicatives. Hein, donc voilà, là je vous croise les deux. Et on peut comparer ce qui se passe pour les ménages les plus pauvres du premier quartile. Et on voit que leurs dépenses, elles ne bougent pas beaucoup, quelle que soit leur localisation. Ils sont contraints. Et on peut voir qu'il y a un petit peu la question énergétique qui bouge. Pareil pour les carburants. Éventuellement un peu pour le chauffage, hein, parce que les logements sont un peu plus grands. Et puis, du côté des ménages les plus aisés, eh ben, là, il n'y a pas du tout la même contrainte. Et donc, quand on s'éloigne, on a fait le choix d'un logement plus grand, de plus de voitures, de plus de distance à parcourir. Et du coup, ça se répercute sur la dépense. Et puis là, vous voyez la carte avec le centre-ville. Donc, c'est ce qu'on a sur le cas de Grenoble, la métropole en orange et puis le reste à l'extérieur pour la périphérie. Mais donc ce premier graphique, là où il devient intéressant, c'est quand on regarde le reste à vivre. Donc on a gardé dans cette pardon, je ne peux pas m'éloigner. On a gardé dans cette présentation le coût résidentiel et puis on a rajouté le reste à vivre. Donc
Si je prends l'ensemble d'une barre, ça représente le revenu du ménage, ses ressources. Et puis, il y a ces décompositions. Et on voit qu'on n'est pas du tout dans le même monde quand on est dans le premier quartile et quand on est dans le dernier. Les plus riches, une fois qu'ils ont fait leurs dépenses, ils les ont faites comme ils voulaient, en fonction de leurs préférences. Pour le centre, pour la périphérie, ça coûte un peu plus cher. Oui, c'est mon choix. Mais il leur reste quand même largement de quoi vivre et de faire d'autres dépenses et d'autres choix. Alors que pour les ménages les plus pauvres, qu'ils soient dans Grenoble, dans la métropole ou dans le reste de l'agglomération, une fois qu'ils ont fait leurs dépenses pour leur logement et leur mobilité, il ne leur reste plus grand-chose. Donc, c'est vraiment la première leçon. Il y a un vrai enjeu social à regarder cette double dépense, logement plus mobilité. Et là, on voit tout de suite apparaître la pression que ça représente pour les ménages les plus pauvres. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est là, si on s'attache un petit peu, donc là, je vais rester sur les ménages les plus pauvres, si on regarde les dépenses en termes énergétiques, en fait, c'est du même ordre de grandeur que le reste à vivre. Ça veut dire que quand on a des variations fortes du coût de l'énergie comme ces dernières années, tout de suite, ces ménages ils se trouvent étranglés. Ça veut dire aussi, en France, il y a quelques années, pas très très longtemps, on s'est dit on va mettre une taxe carbone sur le carburant pour mieux orienter la demande et faire en sorte que les gens ils prennent bien en compte les pollutions et les effets de serre qu'ils génèrent quand ils utilisent la voiture. Alors ça pose pour moi aucun problème pour ces ménages-là. Ça pose pas trop de problèmes pour ceux-ci, mais quand on est sur ces ménages ici, c'est juste pas possible. C'est un vrai problème et on ne peut pas raisonner juste on va orienter la demande avec des taxes pour ce premier quartile. On ne peut pas réfléchir comme ça. Et si on veut mettre en place des politiques publiques par des instruments économiques, ce n'est pas possible de ne pas réfléchir avec les enjeux sociaux qu'ils représentent. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement des Gilets jaunes en France. Juste après qu'on ait voulu placer la taxe, on a eu des mouvements sociaux très, très importants. On peut pas jouer comme ça sur ces ménages avec des instruments économiques. Voilà, donc pour le deuxième point. Et puis après, troisième point, après creuser, ça on ne l'a pas fait encore, mais pour aller plus loin, pour mieux comprendre les facteurs qui jouent sur le coût résidentiel, les facteurs qui font ressortir qui sont les ménages qui sont sous pression à cause de leur coût résidentiel, en fonction de la composition du ménage, en fonction de l'âge du ménage, notamment de la personne de référence, en fonction de l'activité des membres du ménage, etc., s'ils sont actifs ou pas. Voilà, tout ça, c'est en cours, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore de résultats à montrer. Donc ça, c'est vraiment le mot fort que je veux faire passer, et j'essaye de le faire passer quand je présente nos résultats. L'autre chose, c'est qu'on peut présenter aussi les résultats sous forme de cartes. Et donc là, si on prend notre enquête, elle est découpée en grandes zones pour faire l'échantillonnage. Et donc là, ça s'appelle le découpage en 30 zones. En fait, il y a 28 zones dedans. Et pour nous, c'était bien pratique puisqu'on pouvait le découper en quatre grands types de zones, et donc à nouveau des quartiles, et 4 types des quartiles de zones en fonction du coût résidentiel moyen qu'il y avait dans chacune des zones. Et donc vous voyez en foncé les zones où le coût résidentiel est très élevé, et puis en clair, en blanc, les zones où le coût résidentiel est le plus faible. Donc on peut faire des cartes comme ça, on peut les faire dans tous les sens, pour décomposer en fonction des dépenses en mobilité, des dépenses en termes de logement. On peut regarder ce que ça donne plus particulièrement sur l'énergie. On peut jouer tant qu'on veut.
Et puis, voilà, là où je voulais arriver. Donc, on retrouve la carte des dépenses du coût résidentiel tout en bas. Au-dessus, en bleu, là, c'est la même carte, les mêmes découpages avec le revenu des ménages. Et donc, si on superpose les deux cartes, eh ben, on va pouvoir voir qu'est-ce qui reste à vivre en moyenne dans chaque zone pour les ménages. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir deux grands types de zones. On a des zones qui sont centrales, alors pour les enjeux sociaux, pardon, il y a d'autres choses qui pourraient être analysées. Mais pour les enjeux sociaux, on va avoir des zones centrales. Ici aussi, c'est un centre d'un pôle secondaire. Hop. Ah. Et en fait, c'est des zones où il y a de l'habitat social et des gens qui sont très pauvres. Donc, quand on va regarder, donc là, on le voit bien, ils sont très pauvres. C'est aussi des zones où, en fait, le revenu, le coût résidentiel est très faible. Mais pas beaucoup, moins pas beaucoup. Ce qui reste à vivre, c'est rien. D'accord ? Donc, on retrouve ça. Donc, des gens pauvres qui, de toute façon, pour eux, l'enjeu, ce n'est pas le coût résidentiel. L'enjeu, c'est un enjeu social de ressources et de revenus. Et puis, on a d'autres zones où on peut avoir des ménages qui ont des ressources plus importantes. On voit bien, ce n'est pas des zones très riches, mais enfin, voilà, ils peuvent avoir des ressources. Mais par contre, on va retrouver là des ménages qui sont accédants à la propriété avec des enfants. Et donc, ils ont des dépenses, ils sont en train de rembourser leur emprunt. Ils ont des longs déplacements, ils sont prisonniers de la voiture parce que les transports collectifs ne sont pas efficaces dans ces zones. Et puis, leurs déplacements en voiture, ils sont longs, ils sont diversifiés s'ils ont des enfants. Et donc, à la sortie, ils se retrouvent avec un reste à vivre qui est très faible aussi. Donc, de façon très rapide, on peut déjà isoler deux types de ménages pour qui le coût résidentiel est un enjeu. Et après, pareil, on va continuer à creuser pour regarder ça. Voilà. Alors, en conclusion, pour terminer. Alors, une conclusion générale par rapport au travail, d'abord. On voit la première chose, moi, que je retire, c'est que mettre ensemble dépenses de logement et dépenses de mobilité, ça a un vrai sens. Et on a tendance à oublier, si on oublie l'autre, oui, il reste des sous, tout le monde peut vivre. Non, quand on les met ensemble, parce qu'ils sont liés, on voit que tout de suite, ça peut être une pression pour certains ménages. Et ça peut être aussi explicatif. Là, je ne suis pas rentré dedans trop longtemps, beaucoup, mais ça peut être aussi explicatif de la pression environnementale et des émissions de gaz à effet de serre pour certains. Ce n'est pas les mêmes ménages, c'est les plus riches. Voilà. Et donc, où sont les enjeux ? Pour qui ? L'autre chose, c'est que cette expérimentation, cette idée de module coût résidentiel adjoint à une enquête traditionnellement dédiée aux questions de mobilité, ça marche et ça nous apporte des éléments intéressants. Et pour les enjeux sociaux, mais aussi pour les enjeux environnementaux, parce qu'on a une idée des distances qui sont parcourues pour aller d'où à où, et donc là on peut voir des choses. Tout à l'heure j'ai parlé, on en discutait, on pourrait aussi reconstituer le temps passé, parce que ce n'est pas simplement des histoires de coûts et de dépenses, mais le temps passé à se déplacer, le temps passé dans son logement, ça on peut le reconstituer aussi. Et donc avoir un peu cette idée du coût en temps, du coût résidentiel temporel, si on veut, ça peut être intéressant et on peut le faire avec cette base de données. Et puis après, quelques premiers résultats sur le fait que les ménages les plus modestes sont vraiment mis sous pression par ce coût résidentiel, que la question énergétique est vraiment importante, toujours pour ces ménages, que de l'analyse spatiale et de décomposer un petit peu en fonction de la zone
de localisation, c'est intéressant. Ce n'est pas juste une question de distance au centre. On va avoir des enjeux de coûts résidentiels dans le centre et en périphérie, pas forcément avec les mêmes ménages. Et puis, voilà, intérêt pour aller plus loin dans notre requête grenobloise. Et puis là, on est en train d'exploiter et de remettre en forme les coûts résidentiels sur l'enquête de Clermont-Ferrand. Donc voilà, puis on va pouvoir comparer, on va pouvoir jouer avec nos chiffres et nos statistiques. Mais moi, ce que je me disais pour lancer un petit peu la discussion, pour aller plus loin, est-ce que d'abord ça fait sens pour un public mexicain, ces questions? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir des comparaisons? Mais avec le fait, dès que j'ai commencé à poser cette question-là, je me suis dit, mais à une comparaison, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes pays, et peut-être que c'est pas les mêmes enjeux. Et poser cette question, faut l'affiner. Parce que oui, les enjeux ne sont pas forcément de même nature entre la France et le Mexique. En termes d'écart de niveau de vie dans la population, en France et au Mexique, ce n'est pas forcément la même chose, par exemple. Peut-être que le marché de l'immobilier n'est pas forcément structuré de la même façon, etc. Mais bon, ça peut être l'occasion de comparer. Le modèle social n'est pas forcément le même. Et puis, je me dis que même au Mexique, il peut y avoir des différences régionales bien plus importantes qu'en France, parce que votre pays est bien plus grand que le mien. Il y a des différences de climat qui peuvent être importantes, des niveaux de vie par type de région, des types d'urbanisation qui peuvent être différents. Donc, il peut y avoir aussi des choses intéressantes à regarder à l'intérieur du Mexique, proprement dit. Et puis après, l'autre question, c'est si oui, il y a des enjeux qui sont intéressants, qui peuvent être comparés. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a des données pour le faire? Et voilà, je peux rentrer dans les questions que j'ai mises là, mais ça peut peut-être suffire pour ce soir. Et puis, on peut discuter maintenant. Merci beaucoup. Muchas gracias, Jean-Pierre. Está muy interesante la investigación y sobre todo las conclusiones. A mí me llama mucho la atención este asunto de cómo las políticas públicas tendrían que considerar los efectos sociales que esto implica, ¿no? Y ese es un poco mi tema, la exclusión social por transporte y cómo inclusive la tarificación, ¿no? Porque solo es técnica y no tiene en cuenta en dónde sí se necesitan los transportes y cómo se necesitan, ¿no? Pero bueno, abrimos con mucho gusto el diálogo a la doctora Emma y a Jean-Pierre para que nos conversen un poco y después ustedes, pues todos, conversemos juntos, ¿va? Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, hola, ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la presentación, Jean-Pierre. Fue algo muy interesante. Tuvimos oportunidad de ver otro acercamiento al tema de vivienda, desarrollo urbano y movilidad a partir de la vida cotidiana. Y eso creo que es probablemente de las cosas más importantes para este esfuerzo que se está haciendo desde el CEMUS. ¿En qué sentido? En el sentido de no solamente quedarnos en el elemento físico de la ciudad, sino en el componente de cómo habita la población en su casa y cómo el transporte es un elemento no solamente importante para poder llegar al lugar en el que trabaja o en el que estudia, sino también para determinar la capacidad que tiene de tener una vida más adecuada. Porque vemos en este ejercicio que quienes tienen mayores ingresos tienen la posibilidad de tener mayores recursos para otros gastos. O este dinero no es que sobre, sino que se puede utilizar en otras condiciones. Tenemos en México que en el año pasado el INEGI, en el reporte que hizo a partir del ENIG, que es el Estudio Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, tenemos que en México el 19% del gasto del hogar se va en transporte. Esto es un estimado promedio y estamos hablando de un promedio que es bastante
relativo. ¿Por qué? Porque el 1% en los deciles, como está organizado, el 1% representa el 2.1 del ingreso total del país, mientras que el decil 10, que es el de mayor ingresos, tiene el 31.5. Esto quiere decir que el grupo de población que está en el último nivel tiene mucha más posibilidad no solamente de recibir ingresos, sino también de gastarlos. Y como tiene más dinero, entonces puede gastarlo con más facilidad y no le preocupa. Entonces, estamos tomando decisiones de política pública a partir de estos que están en los últimos deciles, que no les duele pagar más, mientras que los que están en los deciles más bajos no tienen posibilidades para tener otra opción que no sea la oferta buena o mala que hay de movilidad en la ciudad. Entonces, cuando tomamos en cuenta el gasto que representa vivir en el lugar en el que vivo para poder existir, y digo existir porque hay gente que prácticamente el ingreso es el equivalente de lo que utiliza para pagar el traslado a su lugar de trabajo y al lugar de estudio. Y si a esto le agregamos, que ese sería un elemento de comparación diferente en el caso de México, que las clases medias tienen por las condiciones que sean, están pagando colegiaturas, están pagando salud y están pagando otros elementos que el Estado no está pudiendo cubrir al 100%, entonces eso limita todavía más las posibilidades de este grupo de clases medias para poder tener esa oportunidad de elegir. Entonces creemos que lo valioso de esta presentación que tú nos haces es recordarnos que no solamente se debe valorar la movilidad en términos de cómo funciona, de los orígenes destino, de la calidad del espacio público y del diseño de las calles, sino también tenemos que definirlo a partir de cómo vive la gente en su día a día. Y en ese día a día también entra el tiempo, que aunque ahora no le estamos poniendo un valor económico, también lo tiene. Entonces, cuando tenemos gente en Guadalajara que puede, para llegar a un mismo lugar en transporte público, hace hora y media, mientras que alguien más en un automóvil particular hace 25 minutos, la decisión no es una decisión real, porque no hay una opción real. Entonces, esto nos pone en perspectiva sobre la necesidad de pasar de esta estadística que sí existe en México sobre los hogares y sobre el porcentaje del dinero que ganan las familias en transporte a un estudio mucho más fino como el que tú presentas, que nos ayude a entender cómo habita el que vive en una centralidad, cómo habita el que está en una zona periurbana o cómo habita el que tiene un movimiento, vamos a decir, regional. Aquí más bien sería en el ámbito metropolitano. Entonces, bueno, creo que aquí nos sirve mucho, independientemente que a lo mejor no podamos hacer una comparación directa entre los datos porque las condiciones socioeconómicas son distintas, lo que sí nos sirve mucho es esta comprensión del concepto de costo residencial para dejar de hablar del elefante, como si tuviéramos al elefante blanco, ¿no? O para dejar de ver desde el ojo cerrado. Entonces, normalmente a quienes nos toca participar en foros de desarrollo urbano nos separan por vivienda, transporte y movilidad, y hasta nos meten en cuartos distintos, en habitaciones distintas. Y eso es lo que está pasando, que salimos todos con la mejor idea, que seguramente no coincide y afecta a la del otro. Entonces, bueno, esto es una invitación pues, para los que estamos aquí, para tener un diálogo de otra manera y pensando también en la vida cotidiana. Adelante, no sé si quieras comentar algo antes de hacer una… Alors, oui, merci beaucoup. Oui, alors j'ai noté quatre grands points. Le premier, donc, c'est sur la répartition des richesses. Et en fait, moi, la réaction que j'ai… Alors,
évidemment, la répartition des richesses n'est pas la même, la structuration de cette répartition des richesses n'est pas la même entre la France et le Mexique. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le problème des décideurs politiques, ils sont où dans cette échelle, dans cette répartition des richesses? Évidemment, ils sont dans le premier décile. Et en France, bon, ils sont peut-être pas forcément tous dans le premier décile, mais ils sont dans le premier quartile. Et donc, ils sont dans le graphique que je montrais tout à l'heure. J'y vais. Tac. Voilà. Nos décideurs, ils sont là. Et puis, est-ce qu'ils ont bien conscience de ce qui se passe ici? Ils vivent pas dans le même monde, ils s'en rendent pas compte. Ou il faut leur mettre sous les yeux. Et moi, je vois bien quand je présente ce graphique, comment c'est plutôt à des décideurs ou des chercheurs qui sont par là. Et quand ils voient ça, ils disent « Ah zut, ça, je ne l'avais pas vu. Hein. » Et ça ne veut pas dire que ça les touche pas, mais ils n'en ont pas conscience. Donc, faire ressortir cet enjeu, je pense que c'est vraiment très, très important. Est-ce que ça suffit pour sortir des silos? Je ne sais pas. Mais il faut bien commencer par montrer ça. Donc, il y a un vrai problème pour avoir les bonnes lunettes pour les décideurs qui sont décalés par rapport à cette question. Et pas simplement, effectivement, décalés à cause des questions de silos, mais parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie. Sur les modèles sociaux, effectivement, on est, côté français, dans un modèle social européen où il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par l'État, comme l'éducation, comme la santé. Et effectivement, ça change la donne, et que c'est intégrer ce palier supplémentaire et voir ce que ça donne comme contrainte pour d'autres types de ménages que les plus modestes, c'est intéressant. Moi, ça ne m'empêche pas de me dire ça peut être intéressant de faire la comparaison, mais justement faire la comparaison en intégrant bien toutes ces différences. Sur la prise en compte du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si au Mexique il y a des enquêtes de mobilité, vraiment l'intérêt de ces enquêtes, c'est qu'elles nous permettent de reconstituer l'activité en termes temporels, et donc de se rendre compte du temps passé dans les transports, enfin de reconstituer ce budget temps transport, budget temps résidentiel, et quel est le temps passé à se déplacer, quel est le temps passé au logement, sachant que le temps passé au logement, donc c'est pas toute la journée, tout le temps, c'est quand même plus un indice de confort, et que plus le temps en transport est important, plus c'est un indice de stress, de fatigue, que juste les coûts, effectivement, ne mettent pas en avant. Et puis après, oui, la question des silos, c'est vrai qu'elle se pose à tout le monde, elle se pose dans l'action publique, mais je vois bien aussi chez nous, en France, dans le domaine de la recherche, on a des gens... moi, je viens d'un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Aménagement, Économie, Transport, parce que l'objet de recherche, c'est les transports, qu'on aborde d'un point de vue économique ou d'un point de vue transportation planning ou urban planning, si on fait quelques liens avec l'espace, mais c'est transport d'abord. Et puis le laboratoire de côté, c'est l'aménagement et les jeux d'acteurs du territoire. Voilà, c'est ça qu'ils vont regarder, et on ne se croise pas, et c'est vraiment dommage. Et ça, l'invitation à ouvrir et à regarder de façon plus large et transversale, même pour nous dans la recherche et dans le monde académique, c'est vraiment intéressant.
Muchas gracias, Jean-Pierre. Y sí, efectivamente, para poder hacer un cambio significativo, pues también tenemos que abrirnos desde el escenario en el que estamos hablando. Así lo decíamos de los tomadores de decisiones, que probablemente están alejados de los riesgos, de los impactos y de los peligros que se viven en el día a día, que también tenemos que considerar en el caso mexicano, que además hay que agregar, además de la cuestión tiempo, la cuestión seguridad y la perspectiva de género. Regresando al ENIG, que es la encuesta nacional de ingresos y de gastos, tampoco hay una diferencia de 10,000 pesos entre el promedio de un ingreso de un jefe de hogar masculino que el de una mujer. Entonces, además, no solamente afecta a una persona, a una familia, sino también hay familias que ya están en condiciones, vamos a decir, de algunas veces de precariedad, otras de vulnerabilidad, y además le agregamos una más, ¿no? Entonces, creo que nos corresponde también en la academia ir tejiendo estos hilos en los que podamos conectar a las diferentes visiones, pero también con una perspectiva integrada. ¿En qué sentido? Que no es solamente convencer a los planificadores urbanos, sino más bien es identificar los elementos que para ambos son importantes. Y aquí estamos hablando del costo residencial, pero también deberíamos estar hablando como consecuencia y para interés de los tomadores de decisiones, lo que representa en costo para el Estado tener una infraestructura mucho más costosa, mucho más dispersa, mucho más extendida y que responde a las necesidades de aquellos que quieren vivir más alejados o con condiciones más vinculadas al uso del automóvil. Entonces, creo que también vale la pena pensar en cómo este costo residencial se traslada a un costo al Estado, en mayor costo en administrar, gestionar y mantener la infraestructura para estos grupos de mayores ingresos. Esto en particularmente en México, quienes pueden vivir en urbanizaciones cerradas mucho más lejanas porque pueden y porque tienen el dinero y no les importa cuánto gasten en gasolina, pero porque pueden, eso genera todo un impacto en la relación de ciudad para que estos puedan utilizar ese espacio de ciudad. Y bueno, de mi parte yo aquí cerraría, o sea, agradeciendo sobre todo la invitación a pensar diferente en el tema de movilidad a partir de una visión de ciudad y de vivienda. Y después de tu participación, creo que podríamos iniciar una parte de preguntas, respuestas del público. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a escucharlos. Yo vengo de Zapopan, justo de la Dirección de Movilidad y Transporte, y me parece muy interesante todo el planteamiento. A mí me gustaría, en esta pregunta de cómo podemos hacer un comparativo, meter otro indicador que creo que en el caso del área metropolitana de Guadalajara, específicamente el caso de Zapopan, es muy interesante. Ahorita lo que planteaba Emma, gracias Emma, refiriéndose a los costos que implica para el Estado, para los gobiernos, ¿no? Generar una ciudad dispersa, pues es un elemento. Otro elemento es efectivamente el modelo, por el tema que decías de seguridad, de los desarrollos de vivienda alejados de los usos mixtos bajo un modelo bardeado, ¿no? Lo que llamamos aquí el coto, porque se asume socialmente que ese es el modelo que nos va a salvar de un tema de la inseguridad. Entonces, a nivel gobierno somos conscientes, al menos en el caso específico de Zapopan y Guadalajara, de estos temas y tratamos de intervenir con infraestructura para la movilidad sustentable. Entonces, el factor que quiero plantear es justo eso. ¿Qué sucede cuando llegamos a impactar
una zona, un polígono con movilidad sustentable para mejorar los desplazamientos, para que haya usos mixtos con la vivienda, porque lo que estamos viendo es que se incrementa a través de una especulación el costo de vivienda y entonces a la gente que estamos queriendo beneficiar es a la que estamos desplazando y no tenemos datos certeros sobre eso. O sea, entonces nos cuestionamos ya para quién estamos construyendo esta infraestructura. Queríamos llegar a impactar a un percentil bajo que no tenía modos de absorber un costo de transporte, entonces estamos fortaleciendo con sistemas de micromovilidad, ciclovía, infraestructura compartidas, transporte público, un transporte masivo, pero los costos de la vivienda se están elevando. Entonces, a este porcentaje que estamos beneficiando está quedando todavía más atrás de la gente que se fue a las periferias en el coto y más lejos. Y los costos de desplazamiento están siendo mayores y el transporte no está pudiendo llegar hasta allá. Hay un fenómeno aquí que son los mototaxis, por ejemplo, que soportan un sistema de transporte en estas periferias que no tienen acceso y es sumamente inseguro. Entonces luego tenemos el tema de la seguridad vial, ¿no? O sea, nuestros jóvenes se mueren a través de los siniestros viales relacionados a muchas cuestiones, entre ellas infraestructura deficiente. Entonces, hablando justo de costos de vivienda y movilidad, creo que es un factor muy importante que se podría en estos indicadores evaluar para ver cómo, pues cómo lo contienes o cómo tomas esas decisiones de dónde intervenir y cómo beneficiar, ¿no? Porque es un tema muy transversal. Gracias. Bueno, Yeriel Salcedo del ITESO, la verdad que muy interesante todo lo que tocas y viendo también la gráfica, de repente pensaba cómo podemos también en tema de desigualdad, porque estamos viendo que las familias más pobres están en un fenómeno de inmovilidad, una inmovilidad para los accesos de salud, de educación, de recreación. Y después ves a las familias de los cuartiles más grandes en un exceso de movilidad que trae una serie de externalidades, de contaminación del aire, de inseguridad. Y lo que tú comentas que aquí está pasando con las poquitas políticas públicas por el uso del coche, nos tratan igual. Entonces, sí creo que es importante empezar a identificar pues, quiénes son los que más contaminan, más hacen esta problemática de movilidad y que pues más bien ellos y ellas paguen o aborden que tengan que resolver eso y no todas y todos en general. Y creo que eso podemos empezar a profundizar y empezarlo a poner en la mesa. Gracias. Je veux bien alors répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux répondre, mais je peux réagir et avoir des commentaires. Le premier commentaire, c'est sur donc, la comparaison entre un modèle libéral, complètement libéral, versus un modèle plus en France où l'État prend en charge plus de choses, il y a plus de répartition. On se plaint des impôts qu'on paye en France, mais on en profite d'une autre façon sur d'autres… voilà, nous, en France, le coût de l'éducation, le coût de la santé, c'est pris en charge de façon très importante, pas forcément complètement, mais quand même. Et effectivement, intégrer ça dans la réflexion, c'est intéressant. Et par rapport à votre deuxième série de questions, deuxième intervention, sur le fait que, bon, on a les pauvres qui sont dans la privation, et puis donc on a les classes moyennes qui sont, elles, dans la vulnérabilité. Elles vont pouvoir aller se déplacer, emmener les enfants, mais il faut leur payer l'école, il faut faire nos dépenses de santé, et puis on a notre coût résidentiel aussi.
à travers les travaux qu'on a développés là, et puis les questions qu'on se pose, on a maintenant de plus en plus tendance à séparer ce qu'on va appeler les précaires, qui sont peut-être moins nombreux en France, mais qui existent aussi, hein, donc qui sont dans la pauvreté et qui sont dans la privation, et puis les vulnérables, qui ont les moyens de vivre et qui ont accès à la mobilité pour aller au travail, etc., qui peuvent payer un petit peu les études pour les enfants, etc., mais, pour le cas mexicain, mais qui sont exposés, et dès qu'il y a un accident de vie ou une croissance forte des prix du pétrole, si on prend des exemples plus généraux, vont se retrouver à basculer dans la précarité. Et avec tout le stress que ça signifie pour eux, toutes les préoccupations, et peut-être que ça leur arrivera jamais, mais ils y pensent tout le temps. Et je sais que nous, quand je parle des gilets jaunes, donc des personnes qui ont fortement réagi quand on a augmenté les prix du pétrole, bah, c'est cette catégorie-là de population. Ce n'est pas les plus pauvres qui sont allés manifester, c'est ceux qui sont dans des situations limites, hein, et qui ont dit mais on n'arrête pas de nous presser sous prétexte, alors là, pour rebondir aussi, sur des prétextes environnementaux. Mais nous, notre voiture, on en a besoin. On est dans un modèle, dans un modèle territorial. On nous a conduit à être obligés d'avoir la voiture. Et puis maintenant, on veut nous la faire payer plus cher. Alors que ceux qui polluent vraiment, bah, c'est ceux qui prennent l'avion, c'est ceux qui utilisent leur voiture encore plus. Et là, il y a effectivement une vraie balance à faire d'un point de vue collectif entre les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, et faire payer correctement ce que les uns et les autres génèrent comme coût. Voilà. Je suis vraiment convaincu de ça. Hola, buenas noches. Yo soy Samuel, vengo de arquitectura en la UDG y me parece muy interesante la pregunta que planteó al final de su conferencia, que fue cuáles serían los factores puntuales a trasladar cuando se hiciera un estudio acá en México. En el caso de Francia, el costo energético es una cuestión muy importante en los estudios que nos presentó, y le quisiera preguntar a la doctora Emma también cuáles cree que pudieran ser factores muy puntuales y necesarios a considerar en estudios más finos sobre la movilidad y costos de vivienda y estos temas. Gracias. Hola, gracias. Creo que en el caso mexicano, como bien mencionaba Jean-Pierre, tenemos unas condiciones que nos hacen plantear porcentajes distintos de lo que representa el ingreso y el gasto en términos tanto de vivienda como de movilidad. Hay uno cultural que tiene que ver con la visión que existe sobre la propiedad, la tenencia de la propiedad, o sea, el ser dueño o el rentar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque volvemos al tema aquí de la incertidumbre. En México, aunque querramos rentar, o sea, aunque decidiéramos que es nuestra única opción, la falta de garantías de poder seguir viviendo donde vivimos nos obliga a querer comprar, aunque solo queremos rentar, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con el gasto en materia de vivienda. Y es, por un lado, que culturalmente y en política pública se ha promovido más la adquisición de vivienda, y en segundo lugar, la falta de certidumbre de poder seguir viviendo en donde habitas. Y lo estamos viendo en muchas áreas aquí en Guadalajara. Un segundo factor que habría que considerar en términos también tanto de vivienda como de movilidad tiene que ver con que somos
un país en donde las clases medias viven mucho a partir de deuda. Entonces, mucho del gasto no coincide con el ingreso. O sea, tenemos, a pesar de la experiencia que tuvimos en el año 94, 95 y la cantidad de viviendas que se perdieron, hoy día todavía podemos ver cómo la gente entra a pedir créditos que no tiene capacidad de pagarlos y que eso no solamente los pone en una condición de vulnerabilidad, sino que puede llevarlos a un caso de precariedad. Hay un trabajo de López Calva en el que precisamente habla de eso, ¿no? O sea, cuando las clases medias tienen una enfermedad, un accidente, una pérdida de trabajo, una pérdida de un miembro de la familia, pueden caer de todo lo que tienen en el día de hoy y pueden caer en una condición, no, a lo mejor no de pobreza, pero sí de incapacidad de continuar con la vida como la está viviendo. Entonces, el tema de deuda es importante porque estamos viendo que nuestras ciudades, si queremos tener indicadores de nuestras ciudades, la cantidad de tiendas de empeño nos dice mucho de lo que está pasando con el. Entonces, mientras más tiendas de empeño empecemos a ver en las esquinas, es un foco de alarma, porque quiere decir que la gente no tiene suficiente para cubrir sus gastos. Y un tercero tiene que ver efectivamente con estas condiciones que tiene, dice Elizabeth Shop, que cuando nos hablan de sustentabilidad y nos dicen que tenemos que personalmente tomar decisiones más informadas, más que está en nuestros comportamientos, en nuestras elecciones, en nuestras actitudes, el ABC famoso de la sustentabilidad, el cambiar el mundo es relativo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el dinero para poder comprar algo más sustentable, voy a comer comida menos sustentable. Sí, porque yo no puedo comprar orgánico. Si yo no tengo los recursos o las condiciones para poderme mover de manera segura en la ciudad, entonces no tengo tanta elección como me están diciendo que tengo. Entonces, lo que tendríamos que evaluar de manera generalizada es cuánto tengo realmente de opción. Si tengo dos opciones, entonces ya tengo la capacidad de elegir. Pero si la otra opción es prácticamente inexistente o pone en riesgo mi vida y mi seguridad y mi patrimonio, entonces no es opción. Y bueno, y podemos hablar de otras muchas, a lo mejor en el vino, pero creo que serían las más importantes. Oui, ce que je rebondirais bien sur les différents éléments que tu as évoqués, Emma. La question… Ah oui, pardon. J'arrive plus avec l'espagnol. La question de l'achat du logement. Donc là, ça peut être très lourd en termes d'endettement pour les ménages, en termes de fragilisation. Et moi, je sais que quand je présente ces résultats, on me dit « Ouais, mais les accédants à la propriété, effectivement, ils ont des remboursements à faire. C'est souvent plus élevé qu'un loyer. Mais ils se constituent un capital. Quand ils seront propriétaires, ils auront une maison. Mais n'empêche que pendant toute cette durée, ils sont vraiment exposés à toute une série de difficultés. Donc, ils ont des dépenses importantes. Donc, ils sont mis sous pression d'un point de vue économique. Et ça va se retrouver, par exemple, dans les taux de divorce qu'on peut avoir parmi ces ménages qui sont plus élevés que pour les autres. Et puis, la fragilité, là encore, c'est peut-être pas forcément la même en France qu'au Mexique, parce que, là vous allez me dire, je sais pas, mais en France, quand on emprunte pour son logement, le taux d'emprunt, il est fixé, il ne va plus bouger. Alors qu'on peut avoir peut-être des pays, et pourquoi pas le Mexique, si j'emprunte, le taux auquel j'emprunte, il est variable. Et donc, je peux avoir des remboursements qui augmentent fortement au cours du temps. Donc, il y a toute une série d'insécurisations qui sont posées de cette façon-là et qui font que les ménages qui sont en accession à la propriété, ils sont souvent dans des situations difficiles. Donc,
sur l'autre question de la vulnérabilité, de toutes les difficultés que ça peut générer. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que bon, on part d'une question, surtout la façon dont on l'a traité nous, à la fois statistique et économique. On est sur le coût, mais derrière, il y a vraiment des questions d'aménagement urbain. Il y a des questions en sociologie pour pouvoir regarder, aller voir comment ces ménages ils font, hein, ceux qui sont mis sous pression du fait de leur coût résidentiel, comment ils font, comment ils composent pour jouer avec ce coût résidentiel, comment ils s'adaptent. Il y a des questions d'ordre, pourquoi pas sciences politiques, pour éclairer les choix des décideurs, etc., etc. Donc, je trouve que la notion de coût résidentiel, c'est une notion, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose de dur que je pourrais faire rentrer dans une démonstration économique dure ou dans une question sociologique pareil, bien intégrée dans une théorie donnée, mais par contre, elle a ce côté un petit peu souple qui nous permet d'aborder tout un tas de choses vues sous des angles différents avec des regards scientifiques différents. Donc ça permet de faire de l'interdisciplinarité aussi. Voilà. Ça ne répond pas aux questions directement qui ont été évoquées, mais pour moi c'est ça que ça m'évoque. C'est cette diversité des regards et des questions qu'on peut amener à partir de cette notion, pas de ce concept. Voilà. Bueno, ¿está apagado? Buenas noches. Les agradecemos a todas las personas que asistieron y claro que también a las personas que están en la mesa, a la doctora Emma Morales y al doctor Jean-Pierre Nicolas. ¿Perdón? Les agradecemos su participación y agradecemos a ustedes también que hayan asistido a este conversatorio. Como ya lo mencionó la doctora Gabriela, vamos a tener otros y les estaremos informando en todas las redes que tenemos. Por el momento vamos a concluir la participación de nuestros dos ponentes y no sin antes entregarle al doctor un reconocimiento por su participación. Voy a leerlo. El ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, por medio de la coordinación del Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana Sustentable, otorga la presente constancia al doctor Jean-Pierre Nicolas por su participación como ponente en la conferencia Repensar la planificación a partir de los costos residenciales y la movilidad cotidiana, dentro de las actividades del Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana Sustentable, el SEMUS. Muchas gracias. Bueno, sin más, les invitamos a tener un espacio en el que podamos dialogar, pero de manera un poco más relajada. Muchas gracias.